Le président. Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Ce matin, nous poursuivons l'interrogatoire de l'expert David Chandler. Interrogatoire mené par la défense. Tout d'abord, celle de Nguyen Chi Anh. Avant de laisser la parole à la défense de Nguyen Chi Anh, Madame la greffière Seko Wuti, pouvez-vous faire rapport sur la présence des parties? La greffière. Bonjour, Monsieur le Président. Toutes les parties sont présentes, à l'exception de l'accusé Ieng Sary. Ieng Sary est dans la salle de détention temporaire du tribunal. L'accusé renonce à son droit de participer directement à l'audience dans le prétoire, demande à pouvoir suivre les débats depuis la cellule de détention temporaire pour le reste de la journée. Son équipe de défense a remis le document en question à la Chambre. Le président. Je vous remercie. La Chambre a reçu une demande de Ieng Sary en date du 23 juillet 2012, présentée par le truchement de sa défense, demande par laquelle il demande à pouvoir suivre les débats depuis la cellule de détention temporaire du tribunal par moyen audiovisuel. Ieng Sary demande à pouvoir refaire pour des raisons de santé, il ne peut demeurer assis pendant longtemps, et le médecin traitant des CETC recommande aussi que l'accusé Ieng Sary puisse suivre les débats à distance en raison d'étourdissement et de fatigue. L'accusé Ieng Sary renonce donc à son droit de participer directement à l'audience pour des raisons de santé et demande à pouvoir suivre les débats depuis la cellule de détention temporaire, cellule depuis laquelle il peut communiquer directement avec son équipe de défense. La Chambre fait droit à la demande de l'accusé. L'accusé Ieng Sary suivra donc les débats depuis la cellule de détention temporaire du tribunal par moyen audiovisuel pour le reste de la journée. La Chambre enjoint maintenant les services techniques d'assurer le lien audiovisuel entre le prétoire et la cellule de détention. À présent, la Chambre laisse la parole à l'équipe de défense de Nguyen Chi Anh pour son interrogatoire du témoin expert. Maître Sonaron. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Messieurs les juges. Bonjour, Monsieur David Chandler. J'ai quelques questions à vous poser ce matin. Monsieur Chandler, en tant qu'auteur et chercheur, après avoir mené des entretiens avec les témoins, après avoir consulté les documents retrouvés lors
documents à leur source originelle, jusqu'à quel point croyez-vous ces documents? Quel pourcentage? Réponse. Je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire. Vous voulez dire quel est le pourcentage de mes conclusions qui proviennent de ces documents? Si tel est le cas, cela varie d'un ouvrage à l'autre. Par exemple, j'ai mené moins d'entretiens pour l'ouvrage sur S21, c'est évident. J'en ai fait un peu plus pour Tragédie de l'histoire du Cambodge ou l'ouvrage sur Pol Pot. Je dirais 75% à 25%. « 75% de documents pour une tragédie, 80 pour S21 crime impuni des Khmers rouges. » Question. Quand vous avez rédigé vos ouvrages, vous avez mené des recherches, mais vous n'êtes pas toujours allé aux endroits dont vous parlez dans ces ouvrages. On vous a parlé de ces endroits, vous les avez vus dans des documents, et vous en avez ensuite parlé dans vos ouvrages. La première question que je vous ai posée était de savoir si vous faisiez confiance, si vous croyez les informations, les renseignements que vous avez obtenus dans les documents que vous avez consultés. Réponse. C'est le choix qu'un historien doit faire. Les documents auxquels il fait confiance car ils sont corroborés, les documents qu'il rejette, et de même avec les interviews. Ce sont des choix qu'un chercheur doit faire. Quant à l'idée de se rendre à tous les endroits dont j'ai parlé et sur lesquels j'ai écrit, je ne pouvais bien sûr ne pas aller à Paris dans les années 50. Je ne pouvais me retrouver dans les champs de la mort sous le Kampuchea démocratique car je n'avais pas le droit d'entrer au Cambodge à l'époque. Donc pour ce qui est des endroits précis, j'ai fait ce que j'ai pu pour m'y rendre quand je suis revenu au Cambodge dans les années 90 pour mener les entrevues. Mais je ne crois pas que les endroits où les documents ont été créés ou les endroits dont les personnes m'ont parlé étaient un facteur dans ma recherche. Question. Je vous remercie. Ma deuxième question est la suivante. Le 18 juillet 2012, en réponse à une question de la juge, je cite, « À l'époque, le Kampuchea démocratique n'était pas reconnu par le monde. » Qu'entendiez-vous par cette phrase? Réponse. Eh bien, il faudrait que je consulte pour voir ce que vous voulez dire à l'époque. Mais à l'époque, le Kampuchea démocratique ne reconnaissait pas les relations diplomatiques ou la reconnaissance diplomatique par d'autres États. À part, je crois, la Chine, la Corée du Nord, le Vietnam, le Laos. D'autres ambassades étaient ouvertes pendant un certain endroit, par exemple à Cuba. Cela dépend de la période. Si vous me parlez ici d'avril 1975, ce que j'essayais de dire ici, sous-jacent à ma réponse, est que le régime du Kampuchea démocratique n'était pas particulièrement intéressé
par la reconnaissance diplomatique et ne cherchait pas à l'obtenir de la part d'États avec lesquels il n'avait pas de relation étroite. Question. Pendant la période du Kampuchea démocratique, c'est-à-dire de 1975 à 1979, plusieurs documents, plutôt grand nombre de documents montrent que le Kampuchea démocratique avait des relations diplomatiques avec certains États, notamment les pays communistes. Et il y avait un certain nombre de représentants du bloc soviétique et communiste. Si je me souviens bien, une trentaine de pays avaient des gouvernements communistes et avaient des liens diplomatiques avec le Kampuchea démocratique. Il y avait un certain nombre d'ambassades, notamment celles des pays communistes, qui reconnaissaient le Kampuchea démocratique et qui menaient des activités de commerce avec ce pays. Et aux Nations Unies, on a reconnu le drapeau du Kampuchea démocratique. Donc, le 18 juillet, dans votre réponse à la juge Cartwright, quelle était votre interprétation de cet état de fait? Réponse. Je vous remercie. Le président. Monsieur l'expert, veuillez attendre. La parole est à l'accusation pour son objection. Le procureur. Merci. Monsieur le Président, nous sommes un peu réticents à interrompre. Nous sommes contre la façon dont le Conseil pose ces questions. Il n'est pas approprié, en effet, que le Conseil de la Défense fasse une introduction à ces questions avec une introduction, une présentation de faits. S'il veut montrer des faits à l'expert, il peut le faire à l'aide de documents. Mais il n'est pas approprié que le Conseil de la Défense fasse état de certains faits en se fondant simplement sur sa mémoire. Maître Sonaron. Laissez-moi répondre à cette objection de l'accusation. La question que je pose se fonde sur la réponse même de l'expert à la question de la juge le 18 juillet. Le président. La Chambre, plutôt l'objection de l'accusation est retenue. La juge Cartwright a posé un certain nombre de questions à l'expert le 18 juillet. Lorsque vous posez votre question, maître, vous devez citer précisément la référence, c'est-à-dire le numéro de ligne et de page de la transcription et l'ERN du document. Cela permettra aux parties et à la Chambre de consulter le document. L'expert n'a pas à répondre à cette dernière question de la défense. La défense. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais passer à une autre question.
Ma prochaine question est la suivante. Avez-vous vu de vos propres yeux les structures administratives et le rôle du Kampuchea démocratique? Je signifie ici la structure hiérarchique. Réponse. Vous faites référence à la structure hiérarchique du gouvernement? Si j'ai lu des documents qui définissaient la structure, est-ce que c'est la question que vous me posez? Je suis désolé, votre question n'était pas très claire. Or were you referring... Ou faites-vous ici référence aux ambassades encore? Je ne comprends pas ce que vous me demandez. Le président. Maître, vous devez poser des questions claires. Parlez-vous ici de documents? Faites-vous référence à des documents faisant état des structures? Votre question est difficile à comprendre. Si vous faites référence aux structures administratives, c'est différent des structures officielles. La défense. Je vous remercie, Monsieur le Président. Depuis plusieurs mois, nous discutons des structures administratives du Kampuchea démocratique. Par exemple, la structure du parti, du gouvernement, de l'Assemblée nationale. Nous l'avons vu dans plusieurs documents. Je parle ici de la structure du parti. Avez-vous jamais vu la structure officielle du parti? Seen documents that... Réponse. J'ai lu des documents qui m'ont permis de reconstruire la structure de ce parti, notamment, par exemple, les statuts du parti que nous avons étudiés l'autre jour, la structure hiérarchique allant du secrétaire du parti jusque dans les zones et les différents bureaux et ceux qui ressemblaient à des ministères, mais qui ne s'appelaient pas des ministères. Tout cela a été bien documenté et les documents sont disponibles. Question. Qu'en est-il de la structure gouvernementale du Parti communiste du Kampuchea? Avez-vous lu des documents ou mené des interviews avec des témoins là-dessus? Réponse. Je pense que ma déposition au cours des derniers jours a montré que je connais bien cette structure par grand nombre de documents que j'ai lus. Le document le plus récent que j'ai lu, la Constitution, les statuts du parti. Il y a aussi différents organigrammes qui sont disponibles et qui illustrent la structure. Ce sont des choses que j'ai étudiées. Ce n'était pas directement lié à ce que j'ai écrit, mais c'était très utile dans le cadre de mes recherches pour bien comprendre le sujet. Question. Merci. Le document E3/17, le titre est Pol Pot, frère numéro 1. Dans votre ouvrage, donc, pourquoi l'avez-vous publié sous le titre Pol Pot, frère numéro 1?
Est-ce parce que dans la structure hiérarchique, il était reconnu que Pol Pot était le frère numéro 1 et qu'il y avait ensuite un frère numéro 2 et 3? Les Khmers rouges utilisaient-ils ce numéro? Réponse. C'est un des nombreux pseudonymes sous lesquels on connaissait Pol Pot. On n'utilisait pas cela dans des documents officiels. Il s'agissait d'un nom respectueux. Des fois, on l'appelait oncle secrétaire, on le cas. Mais l'on l'appelait frère numéro 1. On ne l'a jamais appelé un autre chiffre que 1. Il était secrétaire du comité central. C'est un terme qui était employé sous le Kampuchea démocratique. Et j'ai pensé que c'était un titre approprié pour mon ouvrage. Question. Vous avez expliqué la structure du parti. Vous avez dit qu'il s'agissait d'une structure pyramidale. Qu'en est-il des unités subordonnées, comme par exemple le centre S21? À votre avis, les niveaux inférieurs avaient-ils la même structure organisationnelle que l'échelon supérieur? Réponse. Des fois oui, des fois non. À S21, il y avait aussi donc direction collective, un vote unique, enfin un veto est des fois accordé à Deutsch, qui était le directeur. Lui avait le droit de communiquer avec des échelons supérieurs, surtout avec Son Sen. C'était dans une certaine mesure pyramidal, mais à l'intérieur des zones, il y avait des comités politiques, économiques, et enfin des groupes administratifs à 3 membres. Donc la réponse est oui, mais ce n'est pas aussi pyramidal que l'on le verrait dans le sens classique du Parti communiste. Et certains maillons étaient plus faibles au sein de l'organigramme. Question. Merci. Monsieur Chandler, vous menez des recherches depuis de nombreuses années. Vous avez publié un certain nombre d'ouvrages. Et j'aimerais savoir si, dans le cadre de vos recherches, vous avez vu la signature ou le sceau utilisé par les échelons supérieurs. Avez-vous jamais lu un document signé et portant le sceau officiel? Réponse, je ne crois pas. J'ai vu des documents qui auraient été rédigés par Son Sen. Je pense qu'il fait partie du niveau dirigeant. Ensuite, des documents signés par le frère Van, soit Nyeng Sari, ou le frère Nun, qui est Nun Chien. Il y a des gens qui, pendant des années, ont cherché à retrouver la signature de Pol Pot sur les documents. Il y a certains documents où l'on pense que c'est son écriture, mais on sait que frère Van était le numéro 3 dans l'organisation. Question.
Si vous n'avez jamais vu les signatures sur des documents dans des ordres donnés aux échelons inférieurs, pouvez-vous en conclure que les ordres qui avaient été supposément donnés par l'échelon supérieur pour l'exécution? Réponse. Cette question n'est pas claire. Il y a des documents qui ont été envoyés par Sonsen à Deutsch qu'il devait continuer de travailler fort pour écraser les gens S-21. Il y a aussi des dépositions, des témoignages voulant que des ordres étaient venus de l'échelon supérieur qu'il fallait écraser certains types de personnes. Ces ordres ont été donnés. Ce n'étaient pas des ordres signés, mais on a obéi à ces ordres. Et le fait que les subordonnés savaient qu'ils provenaient de l'échelon supérieur était la seule preuve dont j'avais besoin. Luke Chandler. Question. À la page 104 de votre ouvrage S-21, Crimes impunis des Khmers rouges, vous dites que des cadres ont choisi certaines des biographies de leurs subordonnés pour les examiner. Nuon Chea exprime ses regrets qu'il n'a pas fait beaucoup attention à cela. Et il a dit qu'il n'avait pas lu avec attention les biographies des membres importants du parti et pris des mesures pour nettoyer les rangs du parti. Et qu'il n'avait fait que regarder les caractéristiques générales, les qualités personnelles de ces gens. Il n'avait pas étudié soigneusement les biographies. Et que cela a permis à des ennemis de s'infiltrer dans les rangs du parti. Que vouliez-vous dire par cette phrase dans votre ouvrage S-21 au crime impuni des Khmers rouges, c'est-à-dire ce discours prononcé par Nuon Chea? Réponse. Il faudrait que je puisse lire la citation. C'est une déclaration que Nuon Chea a faite de nature décharge et je ne sais pas si on peut en dépendre, mais il faut que j'ai le document sous les yeux pour pouvoir répondre à votre question. Serait-il possible peut-on l'afficher à l'écran de mon ordinateur, s'il vous plaît, pour que je puisse lire la citation complète? Le président. Maître, vous citez un texte rédigé par l'expert lui-même. Veuillez, je vous prie, donner le numéro de la page dans les 3 langues. Et si vous avez une copie papier du document, vous devriez lui en remettre un exemplaire avant qu'il puisse répondre à votre question.
សូមអរគុណលោកប្រធាន La Défense. Merci, Monsieur le Président. Je regrette, je n'ai pas tous les documents sous la main dont j'aurais besoin pour questionner ce témoin. Je pensais que le témoin se rappellerait en fait de ce texte comme il l'a écrit. Bref, je vais passer à ma question suivante. J'ai une autre question, donc. S'agissant de plusieurs documents, notamment des télégrammes émanant de l'armée dans les zones, dans ces documents, l'on s'adressait à des frères, frère Noun, frère Wan, frère Ham. Dans chacun de ces documents, il est précisé, en plus des destinataires, des autres destinataires en copie de ces envois. À votre avis, pensez-vous que les personnes mises en copie de ces documents avaient le même niveau d'autorité que les destinataires? Par exemple, prenons un document adressé au frère numéro 1 avec copie à d'autres personnes. Pensez-vous que ces personnes en copie étaient dans des positions d'autorité? Je ne sais pas si cette question est claire. Cela concerne la structure administrative. Réponse. C'est une question intéressante. En termes de procédure bureaucratique normale, les personnes mises en copie d'un document n'ont pas d'autorité à agir sur la base de ce document. Ils ont l'autorité ou l'autorisation de le lire simplement. Je pense l'avoir dit, le Cambodge démocratique était sous un leadership collectif. Les personnes qui dirigeaient le pays souhaitaient prendre des décisions collectives et être au courant de ce qui se passait. Dans ces télégrammes, certains dont j'ai eu connaissance après avoir terminé mes recherches écrites, sont adressés à des personnes que nous connaissons. Certains sont ici aujourd'hui. Et ces documents permettent de se rendre compte que les destinataires représentaient un cercle restreint, ce qui reflète la sécurité et la confidentialité extrême de ce régime. La Défense. Je vous remercie, Monsieur Chandler. J'arrive à ma dernière question. La décision prise par le comité central concernant d'autres questions, il s'agit du document E3/12. En date du 30 mars 1976. Tout d'abord, ce document concerne le droit d'écraser à l'intérieur et en dehors des rangs. L'objet du document est le suivant. Premièrement, il y aura un cadre de mise en œuvre de notre travail
et de mise en application de notre autorité. Premièrement, au niveau de la base, les décisions seront prises au centre, autour du bureau central. Le comité du bureau du centre prendra de telles décisions. Troisième point, dans les zones indépendantes, les décisions seront prises par le comité permanent. Quatrième point, concerne l'aspect militaire. Donc, voici ma question. L'autorité dont jouissait chaque unité respective avait déjà été définie. De quelle autorité disposaient les dirigeants suprêmes, puisque la décision avait déjà été prise et relayée vers la base ou vers les entités concernées? Est-ce qu'ils détenaient encore une certaine autorité? Est-ce qu'ils étaient autorisés à savoir ce qui se passait à la base? Par exemple, le manque de médicaments, les affaires quotidiennes. Est-ce que c'était des décisions provenant du comité central ou est-ce que cela relevait de chaque entité? Réponse. C'est une question assez compliquée. Le document lui-même n'indique ou ne mentionne pas de difficultés à des niveaux inférieurs. À ma connaissance, il n'y a aucun document du comité permanent qui indique la pénibilité ou la difficulté au niveau de la base. Mais ces documents n'étaient pas littéralement transmis aux échelons inférieurs. Ce document indiquait aux membres du comité permanent quelles étaient les instructions qui devaient être relayées. Nous savons que la relation entre le centre et les bases et les zones était très étroite. Ça, c'est avant mars 1976, avant que des soupçons ne commencent à peser sur les leaders de zones et de régions. Il y avait une confiance entre ces personnes et le gouvernement central. Donc, à mon avis, il y avait derrière ce document d'autres ordres spécifiques n'ayant pas survécu. La défense. Monsieur le Président, je n'ai plus de questions pour ce témoin. Néanmoins, mes confrères souhaiteraient l'interroger. Mais avant cela, Monsieur Nunchia souhaiterait poser une question à l'expert par votre intermédiaire, Monsieur le Président. Le Président, Monsieur Nunchia, vous avez la parole. Nunchia. Bonjour, mes chers concitoyens cambodgiens. Bonjour à la Chambre. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur l'expert. En effet, j'ai deux questions. Première question. Depuis le début et jusqu'à maintenant, les conflits entre le peuple cambodgien et le Vietnam, qu'est-ce qui a causé ces conflits? Est-ce qu'il s'agit d'un litige concernant la frontière ou autre genre de litige? Ça, c'est ma première question. Le Président, veuillez attendre la réponse de l'expert avant de passer à votre deuxième question. Monsieur l'expert, si vous avez entendu et compris la question, vous pouvez répondre. Monsieur Chandler, merci.
avec tous mes respects pour M. Nunchia, qui est une personne que je respecte, c'est une question d'ordre historique. Il faudrait des centaines de pages pour répondre à cette question. Le conflit, ou plutôt les conflits entre le Vietnam et le Cambodge, entre le PCK et le Parti communiste vietnamien, entre les différents régimes précédents. Pour répondre à cette question, il faudrait donner une réponse qui dépasse largement le périmètre de ce tribunal, car la compétence est définie comme étant 1975-1979. J'ai essayé d'élaborer des explications. Personne ne peut dire quelle a été la cause principale. Comme nous avons entendu ici ces derniers jours, c'est simplement un avis éclairé. Si vous recherchez une responsabilité, je pense que cette responsabilité peut être partagée entre les deux parties, provenant, je pense, d'un manque de respect pour l'avis de l'autre partie, l'animosité étant si profonde qu'elle exclut toute négociation. Il ne s'agit pas de dire qui a commencé, mais il s'agit d'une animosité dont le régime de Lon Nol avait déjà fait preuve et qui s'est poursuivi sous le régime du Kampuchea démocratique. Les Vietnamiens se sont combattus contre le régime de Lon Nol. Les Vietnamiens et le Kampuchea démocratique étaient en conflit depuis la fin de 1977 en secret, caché des yeux du monde, et puis à partir de 1978, il s'agissait d'un conflit ouvert. Si on recherche une phrase qui pourrait résumer les causes de ce conflit, je dirais qu'il s'agit d'une longue histoire et d'un manque de confiance réciproque. Le président. Nunchia, vous pouvez poser votre deuxième question. Monsieur Nunchia. Qu'est-ce qui a entraîné la naissance du Parti communiste du Kampuchea ? Est-ce que ce parti est né d'un mouvement populaire ou des agissements de personnes extérieures ? Le président, Monsieur Chandler, vous pouvez répondre à cette question. Le professeur Chandler. Tel que j'ai entendu l'interprétation de la question, on me demande ce qui a entraîné la naissance du PCK. Nous avons déjà entendu, et ceci existe dans la littérature, que le nom PCK pour désigner le mouvement communiste existe depuis 1957 simplement. Mais on doit remonter à la fin des années 40, début des années 50, lorsque les idéaux du mouvement communiste cambodgien rejoignaient ceux du parti vietnamien. Il s'agissait d'évincer la présence française du Laos, du Cambodge et du Vietnam. Il existait donc des objectifs partagés. Le Parti communiste cambodgien était en partie formé par les Vietnamiens. Donc, on peut dire que ce qui est devenu le PCK en 1967, on peut remonter jusqu'à la fin des années 40, début des années 50, à ses liens étroits avec le Vietnam. Lorsqu'on se tourne vers 1957, le congrès de 1960, dont les décisions et les procès-verbaux n'ont pas été entièrement expliqués, il me semble qu'à ce moment-là, l'influence vietnamienne a diminué. Et lorsque le PCK prépare ses statuts
pendant la guerre civile, cette influence s'est clairement estampée. Il y a donc tout cet historique d'un lien avec un pouvoir externe et en même temps un mouvement autonome qui démarre avec la collaboration vietnamienne et qui petit à petit se sépare justement de cette relation. Monsieur Nunchia, Monsieur le Président, je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions. Le Président, je vous remercie. La parole est au co-avocat de la défense de Monsieur Nunchia, Maître Po. Maître Po, merci Monsieur le Président. Bonjour à tous, bonjour Monsieur le Professeur Chandler et merci de votre présence ici. Merci d'être revenu après la dernière semaine qui devait certainement être fatigante. J'aimerais tout d'abord vous poser quelques questions concernant les sources de vos connaissances. Vous en avez déjà parlé la semaine dernière. Je serai donc assez concis. Je voudrais revenir à quelque chose que vous avez dit mercredi. C'est à la page 52 et 53 de la transcription que je vais citer. Vous avez dit, je cite, à propos, lorsque je rédigeais ces livres à la fin des années 80, j'aurais été heureux d'avoir eu accès aux informations de l'ordonnance de clôture, car j'ai lu des documents ces derniers jours qui auraient été parfaits si j'avais pu les incorporer dans mes livres, mais ces informations n'étaient pas à ma disposition. Fin de citation. Professeur Chandler, pourriez-vous dire à la Chambre à quel genre d'informations vous faisiez référence lorsque vous dites que vous lisiez des documents qui n'étaient pas à votre disposition auparavant? Réponse. Par exemple, je faisais référence à la lettre ouverte de Norodom Sihanouk qui s'appelait « Mon histoire ». Les derniers jours du régime du Kampuchea démocratique. C'est un document ouvert qui se trouve dans les notes en bas de page de l'ordonnance de clôture où il décrit une conversation en janvier 1979 qu'il avait eue avec Pol Pot. Ce document n'était pas à ma disposition, par exemple. C'était ce genre de choses. Des documents, des déclarations, par exemple. Ou des témoignages directs. Je n'ai rien lu dans ces témoignages qui seraient venus modifier mes conclusions générales, mais ils seraient venus compléter les notes en bas de page de mon livre. Je n'ai rien découvert qui aurait modifié le fond de mon livre, mais cet empilement de documents que j'ai découvert dans l'ordonnance de clôture, on m'a confié aussi des aveux et d'autres documents qui ont enrichi ma connaissance parce que je ne travaille pas sur les Khmers rouges depuis un certain temps, donc cela a attiré mon attention. J'avais peut-être donné l'impression que je plaisantais mercredi. Ce n'est pas du tout mon intention. Je ne voulais pas dire que ce que j'avais lu dans l'ordonnance de clôture m'aurait conduit à retirer mon propos. Je voulais simplement dire que depuis la fin des années 80, moment où j'ai cessé d'écrire, si j'avais eu accès à ces informations, cela aurait pu compléter ces ouvrages. La défense. Merci, professeur Chandler. Ma question de suivi à ce sujet. En lisant l'ordonnance de clôture, avez-vous pu lire toutes les notes en pied de page annexées à l'ordonnance de clôture?
Réponse, il y en a plus de 6000, donc la réponse est non. Mais lorsqu'il y avait un sujet qui m'intéressait, je m'y suis référée pour voir qui était cité. Et je mentionne la lettre de Sihanouk. Très souvent, des références qui m'intéressaient, les noms des témoins étaient cachés. Et donc, il y avait certaines informations qui étaient cachées. Donc, bien sûr, tout cela, je n'aurais pas pu l'utiliser dans mes travaux. Mais il y avait aussi des informations sur la biographie de Khieu Samphan, par exemple, dont je n'étais pas au courant. En me référant aux notes et en découvrant qu'il s'agissait d'un document ouvert, j'en ai pris note. Mais il y a des notes en pied de page dans l'ordonnance de clôture qui sont inexploitables pour un historien. La défense. Je vous pose une question qui peut paraître évidente, mais avez-vous eu accès aux documents provenant de l'enquête du bureau des co-juges d'instruction et qui étaient libellés confidentiels? Réponse. Je pense que non. Je n'en ai pas souvenir. Question. La semaine dernière, dans votre déposition, vous avez parlé de 3 livres principaux qui étaient des documents primaires. Et à quel livre faisiez-vous référence en parlant de ces 3 livres essentiels? Réponse. Ce sont des livres, des copies de documents dont on m'a dit qu'on allait parler ici au prétoire. Il y avait d'abord un document contenant les aveux et les annotations. Il y avait le 3e ouvrage, c'était l'ordonnance de clôture. Le 4e, éventuellement, je pense, les traductions des aveux. J'ai lu surtout la version khmer pour voir à qui ils avaient été envoyés. Il y a des aveux que je n'ai pas consultés parce qu'on m'avait dit que les aveux n'étaient pas admissibles, donc je ne les ai pas tous lus. Et une question qui fait suite, avez-vous lu des documents pour préparer votre déposition et qui n'ont pas été fournis par les parties à ce procès? Réponse. Oui. J'ai lu des livres et ont été publiés concernant le procès, le livre de John K. Carey concernant le tribunal. Uniquement des documents de source ouverte, pas de documents confidentiels. J'ai parfois lu des documents du tribunal, rien qui ne soit pas disponible à la Chambre. J'ai lu des livres concernant la Chambre, justement parce que je n'ai pas suivi la procédure depuis plusieurs mois. La défense. Ceci m'amène à ma question suivante. Vous avez répondu en partie. Avez-vous suivi la procédure du dossier 002? Et si tel est le cas, dans quelle mesure suiviez-vous ce procès? Réponse. Bien surtout dans les journaux, mais également parfois je recevais des courriers électroniques de la part de personnes participant à la procédure, mais surtout dans les écrits journalistiques. Puisque je n'écris pas moi-même actuellement, je n'ai pas cherché des sources et des informations de manière assidue, c'est plutôt informel. La défense. Étant donné l'intérêt que vous portez à Deutsch, dont tous les partis sont au courant, avez-vous suivi la déposition de Deutsch dans le dossier 002? Réponse. Je ne pense pas y avoir eu accès. Je l'ai suivi dans le dossier 001. Je n'en suis pas sûre. Il s'exprime de manière si animée que je pense que je m'en rappellerai. La défense. Avez-vous lu des articles de presse concernant la déposition de Deutsch dans le dossier 002?
Réponse non. La défense. Avez-vous eu des contacts avec d'autres experts ou universitaires experts en la période du Kampuchea démocratique au sujet de votre déposition, contact téléphonique, par courrier électronique, voire même en personne? Réponse. Oui, bien sûr. On ne m'a jamais indiqué que je ne devais pas avoir de tels contacts. J'ai pris contact avec différents collègues, notamment juste avant de me rendre ici, pour me renseigner sur le déroulement du procès. Je n'ai pas suivi la déposition de Deutsch, mais oui, j'ai contacté des amis et des collègues. La défense, professeur Chandler, pour être tout à fait clair, je ne vous accuse pas du tout d'avoir contacté ces personnes. J'essaie simplement de connaître vos sources d'informations et de connaissances et sur quelles informations votre déposition ici est basée. C'est tout ce que je cherche à comprendre et bien sûr, il n'y a aucun élément d'accusation ou de faute dans mes propos. Cela étant dit, en partie, vos travaux de recherche concernant le régime du Kampuchea démocratique consistaient à étudier les aveux provenant de S21. Vous avez dit la semaine dernière être convaincu que des aveux provenant de S21 ont été éliminés après la chute du régime du Kampuchea démocratique. Que signifiez-vous en utilisant le mot « éliminer » ? « cull » en anglais. Réponse. Je m'appuie sur le témoignage d'une personne qui, je pense, n'a pas déposé devant le tribunal, mais il s'agit de l'une des premières personnes à travailler sur les archives de Tolslang. Il s'appelle Ong Tong Heul. Il vit en Belgique et a écrit un livre, I Believed in the Khmer Rouge. Dans ce livre, il décrit le fait que les officiels vietnamiens lisaient les aveux, et je sais que c'est le cas parce que souvent on retrouve des annotations en vietnamien sur les aveux. C'est une langue que je ne lis pas. Il y a des documents qui font référence à des personnes importantes. Nous savons qu'ils sont passés par S21, mais les aveux n'y sont pas. Un exemple. Et l'aveu de Nay Soran, ou IA, secrétaire de la zone du Nord-Est. Je soupçonne fortement que ses aveux aient été éliminés. Il y a dans les archives des instructions émanant de Deutsch. L'un des entretiens de Stephen Heder en 1980, donc peu de temps après la fin du régime et bien avant que des travaux de recherche soient publiés, donc une personne ayant fait des entretiens avec des Khmers rouges en Thaïlande a dit qu'il y avait eu un discours d'un officiel supérieur du parti citant ses aveux. Et ce discours avait duré 1 heure. Donc, qu'est-ce que cet aveu est devenu? C'est les seuls aveux auxquels Pol Pot fait référence dans une interview qu'il a donnée. Il dit clairement se rappeler de ses aveux. C'était un personnage très important. La région du Nord-Est, sur la frontière vietnamienne, était une région importante. Je n'ai pas de preuves, mais il me semble que dans ces aveux-là, il y aurait eu des informations concernant ses liens avec le Vietnam. Ce qui serait logique pour les Khmers rouges, parce que certains des Khmers rouges, ils avaient l'impression que la situation n'était plus maîtrisée et qu'ils décident donc de se tourner vers des amis au Vietnam, aux côtés desquels ils se battaient depuis très longtemps. Donc pour les Vietnamiens, dans les années 80,
Ces aveux n'étaient pas dans leur intérêt. Donc, ils ne souhaitaient pas que des documents dans les archives de S21 indiquent qu'ils aient soutenu ce régime. Bien sûr, je me base sur certaines suppositions. Nous savons qu'il y a des documents qui sont aujourd'hui au Vietnam, qui ont été enlevés d'ici. Personne n'y a eu accès. Nous ne savons pas s'il y a des aveux dans ces documents. Nous savons qu'il y a des documents du parti. Ma réponse est longue, mais c'est pour ça que j'ai utilisé ce mot « call » ou « éliminer ». Thank you. That was a long... Maître Pao, je vous remercie. C'était une réponse assez longue et intéressante. Mais ma question était plus simple. Je voulais que vous m'expliquiez ce terme call ou élimination sélective. Je ne sais pas si elle avait été bien traduite en khmer ou en français. Réponse. Bien, cela signifie en fait qu'une partie de l'extérieur passe en revue les documents intérieurs et choisit ceux qui les intéressent pour en créer un sous-ensemble qui les intéresse ou retirer les documents que cette partie considère va à l'encontre de leurs intérêts. Donc, je crois qu'il y avait les deux façons, notamment par exemple dans le cadre des documents que l'on sait sont maintenant à Hanoï, mais aussi les documents qui intéressaient les Vietnamiens et qu'ils considéraient ne pas être très utiles pour la population générale. Question. Lorsque vous en parliez la semaine dernière, vous avez aussi parlé de la République populaire khmer avec cette notion d'élimination sélective. Pouvez-vous nous donner plus de détails, les relations avec le Vietnam? Réponse. Mais le musée du génocide de Tuol Sleng a été créé par les Vietnamiens. C'était des Cambodgiens qui travaillaient dans les archives. Je ne sais pas si j'ai dit qu'il y avait eu élimination sélective systématique de la part de membres de la République populaire khmer. Ce ne soit pas nécessairement le cas. Ça s'est produit sous le régime de la RPK. Mais dans les débuts du régime, je ne crois pas que les responsables du gouvernement de la RPK aient pu résister aux ordres que leur ont donnés les Vietnamiens. Et plus tard, je dirais le deuxième ensemble d'aveux qui ont été envoyés au DCCAM depuis le ministère de l'Intérieur et qui a été retrouvé du bureau de Son Sen et provenait pas de la RPK, mais c'est un excellent ensemble de documents. Mais certainement, aucun membre de la RPK n'a essayé de retirer ces documents de la circulation. And also in connection... Question. Toujours sur ce sujet, vous avez dit que les Vietnamiens étaient très axés sur l'histoire. Je pense que vous avez répondu en partie à cette question déjà. Pouvez-vous nous expliquer en quoi les historiens étaient très intéressés par l'histoire toujours sur ce sujet de l'élimination sélective des aveux? I think there was genuine historical. Réponse. Je pense qu'il y avait une authentique intérêt de l'histoire. Il y a une longue histoire d'amour pour l'histoire au Vietnam. Par exemple, les ouvrages historiques se vendent très bien. Ce n'est pas nécessairement le cas au Cambodge. Et il semblerait que les gens qui avaient été affectés à cette archive étaient tout à fait intéressés à savoir ce qui s'était passé. Ils ne comprenaient pas la révolution khmer. Ça, c'est bien connu.
Et cette révolution cambodgienne ne fonctionnait pas comme devait le faire, entre guillemets, une révolution communiste. Donc ils essayaient de comprendre. Ils ont gardé certains documents. Ils ont de grandes archives. Ce sont des archives qui ne sont pas accessibles pour la plupart à des gens de l'extérieur. Mais selon moi, si les Vietnamiens n'étaient pas intéressés par l'histoire, et on peut dire que les Cambodgiens ne sont pas autant versés sur l'histoire que les Vietnamiens, enfin on peut être d'accord ou non, mais ils auraient détruit ces archives. Par exemple, la période de l'ami Pronuk, de la Pronuk, sur l'interprète, et on avait essayé de faire de retrouver des documents et de les brocher, etc. Mais les Cambodgiens n'étaient pas particulièrement intéressés. Et c'est ce que je dis, les Vietnamiens ont un intérêt pour l'histoire. Question, je vous remercie. J'aimerais maintenant vous citer un extrait de votre ouvrage S21 ou Crime impuni des Khmers rouges. Le document est le RN en français 00 35 72 47 à 51. Donc la page 9 de l'ouvrage en anglais, j'aimerais, si possible, qu'il soit affiché à l'écran. Le président, allez-y. Votre assistant juridique pourrait-il afficher cette page à l'écran? Maître Parent, j'ai aussi une copie papier à vous remettre, mais j'aimerais vous le lire à voix haute. C'est comme vous préférez. Préférez-vous que je vous lise ou préférez-vous avoir sous les yeux le document? Le président. Huissier d'audience, veuillez remettre la copie papier. I will read the. Maître Parent, laissez-moi maintenant lire l'extrait en question pour que tous puissent l'entendre. Je cite donc de votre ouvrage: les Cambodgiens, l'interprétation des Cambodgiens de la période de Pol Pot se retrouve dans des cadres qui font pour une histoire inconnue, mais qui est très satisfaisante pour un aspect dont il se souvient. Le psychiatre français Hegel et Andruk, qui a travaillé dans des camps de réfugiés Khmer rouges dans les années 80, l'a rappelé. Il est toujours beaucoup plus facile d'avoir une vision manichéenne du monde. Cela nous permet de ne pas poser trop de questions, mais au moins d'avoir une réponse facile sous la main. C'est cette façon de représenter les Khmer rouges comme des fanatiques endoctrinés, responsables de tous les éléments mauvais et responsables de malheur des Cambodgiens est une vision réduite d'un phénomène complexe, mais que beaucoup trouvent satisfaisante. Et voici maintenant la partie à laquelle je vais vous poser des questions. Dans cette vision très manichéenne, la République populaire khmer a fait beaucoup d'efforts pour canaliser la colère des gens contre la clique qui a gouverné le Cambodge de 75 à 79. Alors que le nouveau gouvernement avait fondé sa légitimité sur le fait qu'ils étaient venus au pouvoir en renversant les Khmers rouges, il n'était en aucune position pour condamner le mouvement, car une grande partie des personnalités de la RPK avaient été Khmers rouges eux-mêmes avant d'avoir fait défection au Vietnam en 1977 et 1978. Professeur Chandler,
J'aimerais vous poser donc des questions sur cette citation à l'intérieur de la citation. Donc, dans un cadre si manichéen, l'ARPK a fait de son mieux pour canaliser la colère des gens sur la clique génocidaire qui avait gouverné le Cambodge entre avril 1975 et janvier 1979. Pouvez-vous nous dire de quelle façon ce gouvernement de la République populaire khmer a travaillé si fort vers cet objectif? Thank you. Yeah, certainly. Réponse, je vous remercie. Bien, certainement, le procès pour génocide de Ieng Sary et de Pol Pot qui s'est tenu en mois d'août 1979, aussi dans les livres scolaires cambodgiens dans les années 80, mais aussi, par exemple, le 20 mai, cette journée annuelle de la colère, le 20 mai de chaque année. Je ne suggère pas, ou sans suggérer que le gouvernement du Cambodge démocratique n'est pas aussi collectif que l'on connaisse, mais qui était en fait une manipulation de deux génocidaires, Pol Pot et Ieng Sary. C'est bien sûr, j'utilise entre guillemets, c'est ce qu'essayait de faire le gouvernement de la RPK, de réduire ce régime à des personnalités. Entre parenthèses, c'est la façon dont nous pensons aussi. Je ne suis pas en train ici pensons à l'Amérique de Reagan. Lui aurait été responsable de tout. Les gens au Cambodge parlent de l'ère Pol Pot. C'est une façon dont les gens, les humains, se concentrent sur une personne. On préfère faire cela que de parler d'institutions que l'on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas. Donc de limiter les événements et les actes de l'histoire à un certain nombre de personnes et de l'encadrer d'une façon où ce soit le responsable du mal, enfin ou l'incarnation du mal, pour que ce soit impossible, ou plutôt pour que ce soit facile à comprendre par n'importe quel Cambodgien. Question. Et en lien à cela, vous avez écrit plus loin, vous avez parlé d'une trame narrative dominante sur l'ère Khmer Rouge, comme vous l'avez dit, des auteurs maléfiques et des millions de victimes innocentes. Pensez-vous que cette trame narrative tissée pendant la période de la République populaire khmer est toujours pertinente pour notre perception du régime du Cambodge démocratique aujourd'hui? Not if we're trying hard to understand what happened. Réponse. Pas si l'on essaie vraiment de comprendre ce qui s'est passé. Ce n'est pas très utile. J'ai l'impression que c'est une des missions du tribunal, tant l'accusation que les témoins que la défense, d'essayer de bien comprendre ce qui s'est passé. Et on peut dire sans hésitation que ce qui s'est produit à l'époque n'était pas le résultat de deux personnes maléfiques et génocidaires qui étaient responsables de l'ensemble du pays. Je ne crois pas que ce soit pas du tout pertinent pour ce que l'on fait pour cet exercice-ci. C'est une narrative qui existe et qui est sans doute, et qui serait, ou plutôt que ce cadre est contraire au travail du tribunal. Question. Et si l'on en revient à vos premières recherches dans les documents datant de l'époque du Cambodge démocratique, êtes-vous confiant que la RPK ou les responsables vietnamiens n'ont pas détruit ou trafiqué d'une façon ou d'une autre ces documents de sorte à mettre l'accent sur l'aspect criminel de cette paire de génocidaires maléfiques? Réponse. La seule réponse que j'ai à vous dire, s'ils l'ont fait, c'est qu'ils n'ont pas fait un très bon travail. Parce que des milliers de pages se sont retrouvées en éléments de preuve pour ce tribunal. Question. Je regrette, je n'ai peut-être mal formulé ma question.
Je vous demande si vous pensez que les Vietnamiens ont manipulé les éléments de preuve d'une façon ou d'une autre, de sorte à retirer des documents datant de l'époque du Kampuchea démocratique, documents qui auraient pu montrer un rôle moins important des dirigeants. Réponse. Il n'existe aucune preuve qu'ils l'ont fait, mais au cours de la dernière semaine, on a parlé de ces réunions du comité permanent qui avaient lieu une fois par semaine. Je crois que nous avons 9 ou 15 documents qui sont les procès-verbaux de ces réunions. Et il manque donc à l'appel un grand nombre de documents. On ne sait pas où ils sont. On ne sait pas s'ils ont détruit ou s'ils ont disparu. On se rappellera ce qu'avait dit Deutsch, peut-être pas pendant son procès, mais du moins dans cette entrevue. Il avait dit que Nguyen Chia l'avait croisé dans les années 80. Ils se connaissaient de loin. Et Nguyen Chia a dit à Deutsch, mais pourquoi n'as-tu pas brûlé tous les documents? Nous avons brûlé les nôtres. Donc voilà une partie de votre réponse. Une partie de ces documents ont été détruits. Mais je n'ai aucune preuve me portant à croire que les Vietnamiens ou les responsables de la République populaire Khmer aient eu accès à ces documents. Car une fois qu'on les lit, ce mythe ne tient pas la route. Donc, s'ils ont essayé de le faire, ça n'a pas fonctionné. Thank you. Question. Je vous remercie. À ce sujet, nous avons donc parlé du procès de Ieng Sary de Pol Pot qui a eu lieu en 1979. D'après vos recherches, que savez-vous du choix qui avait été fait des éléments de preuve pendant ce procès? Réponse. C'est une excellente question. Certaines des déclarations de témoins sont très intéressantes aujourd'hui. Je sais par exemple, Denise Afonso, je l'ai rencontrée à 2 reprises à Paris et ses souvenirs correspondent parfaitement à ce qu'elle a dit pendant ce procès. Et c'était une accusation très dure de l'expérience qu'elle a vécue. En fait, sa déposition a été canalisée de sorte à peindre un portrait des horreurs du Kampuchea démocratique. Une partie des témoins, ou certains des témoins avaient été très bien choisis pour parler de ces horreurs et en ont parlé avec détail et avec exactitude. La raison pour laquelle, au fil des ans, on n'a pas accordé beaucoup de respect à ce procès, c'est qu'il s'agissait bien sûr d'un procès spectacle, d'un tribunal fantoche. L'avocate de la défense de Pol Pot et de Ieng Sary a dit « Ce sont des monstres, mes clients sont des monstres dérangés et doivent être détruits. » Donc, tous les aspects de ce spectacle étaient complètement absurdes. Mais ils voulaient montrer, ils espéraient montrer au monde la chose terrible qui s'était produite. Et en effet, une chose terrible s'était produite. Et certaines des personnes qui avaient participé sont venues, certains témoins sont venus déposer devant ce procès pour dire ce qui leur est arrivé. L'avantage, c'est que nous ne sommes pas en 1979, un an après la chute. On n'a pas eu le temps de... Enfin, il y avait eu des dépositions. L'avantage de ce procès en 1979, c'est que c'était très récent, tout de suite après les événements, mais il s'agissait certes d'un procès très étrange. Thank you for Question. Merci beaucoup pour cette réponse. J'aimerais maintenant que l'on parle d'un autre sujet, que l'on laisse de côté les sources ou connaissances. Je voulais vous parler des bombardements du Cambodge par les États-Unis. Sans donner trop d'informations. Laissez-moi vous poser une question ouverte. Pour
pourriez-vous, en 2 minutes, nous donner une brève introduction du sujet du bombardement du territoire du Cambodge par les États-Unis dans les années 70 et voire dans les années 60? Réponse. Avec plaisir, mais avec l'autorisation de la Chambre, car c'est les années 60-70, des fois font partie de la portée temporelle du procès, des fois non, donc j'aimerais en parler des années 60 et 70. Je n'essaie pas d'éviter votre question, c'est une bonne question, je veux y répondre, mais seulement si la Chambre me le permet. Question. Cette question vise à comprendre le contexte. Le président interrompt. Le président. L'expert, vous pouvez répondre à la question qui vous a été posée par le Conseil de la défense de Nojia. Veuillez, je vous prie, être bref. Vous êtes expert, mais vous êtes aussi historien, donc vous pouvez bien sûr répondre à cette question. Monsieur Chandler. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de répondre à la question. En tant que citoyen américain, à l'époque, j'ai aujourd'hui une double citoyenneté. Et aussi, comme chercheur sur le Cambodge dans les années 70, j'ai été choqué par le bombardement du Cambodge par les États-Unis, un pays avec lequel les États-Unis n'étaient pas en guerre. Et j'ai écrit que c'était, selon moi, un des pires moments de l'histoire du comportement des États-Unis à l'étranger. Et je dirais, dans ce contexte, que je suis un patriote américain. Je ne vais pas jeter mon passeport à la poubelle, mais j'avais honte de ce comportement. Et, enfin, il y a eu des choses pires qui se sont produites depuis, mais c'était ce que j'avais écrit dans le contexte de 1973. L'effet de ces bombardements sur le mouvement Khmer Rouge, c'est un sujet à débat. Il y a des sources très contradictoires, à savoir si les bombardements ont encouragé les gens à rejoindre le mouvement Khmer Rouge, ou plutôt s'ils ont encouragé la population à s'enfuir vers Phnom Penh. Je pense qu'il s'agit des deux. Parmi les entrevues, je n'ai pas le document sous les yeux, mais un Khieu Sampan aurait dit dans les années 80 que ça ne faisait aucune différence, que les soldats n'ont jamais été blessés ou nos forces n'ont pas été endommagées par les bombardements. C'est-à-dire que les Khmers rouges étaient assez malins pour ne pas se faire ne pas subir les bombardements. Nous ne savons pas la quantité ou le résultat de ces bombardements en termes de morts chez les Khmers rouges, mais que cela a retardé la prise de Phnom Penh de 2 ans et que cette stratégie morale était justement cela, d'empêcher des communistes de venir au pouvoir à l'ouest du Vietnam, qui était encore à l'époque un pays non communiste allié aux États-Unis. Donc il y a des explications tactiques que je ne respecte pas.
Comme je l'ai dit, il s'agissait d'un moment honteux dans l'histoire américaine et a été décrite comme telle dans plusieurs sources publiques. Ce n'est pas simplement de l'histoire américaine, mais un événement honteux aussi pour l'histoire du Cambodge. Certainement, les Américains n'ont pas souffert du tout. Question. Je vous remercie, c'est une réponse très claire. Vous avez parlé de l'année 1973, donc une année que j'ai relevée aussi dans vos ouvrages. Je ne veux pas chercher à vous orienter, mais 1973 était la seule année des bombardements américains? C'est la seule année où il y a eu des bombardements par les États-Unis? Réponse. Pas du tout. Ce n'est pas du tout ce que je cherchais à suggérer. 73 était l'année des pires bombardements. Des bombardements qui n'avaient pas une importance militaire claire. C'est aussi l'année où l'on a mis fin à ces bombardements parce qu'ils étaient considérés comme immoraux par le Congrès américain. Les bombardements avec la frontière avec le Vietnam a commencé officiellement en 68-69. Il y avait des avions qui avaient traversé la frontière un peu avant cette date. Mais la campagne sérieuse de bombardement a commencé surtout en 73. Le cessez-le-feu avait été signé entre les Vietnamiens et les Américains, mais les Khmers rouges avaient refusé, eux, de le signer. Et comme le général un peu cynique l'avait dit, le Cambodge était la seule guerre d'intérêt et que car le cessez-le-feu n'était pas applicable et donc pouvait larguer les bombes qu'il ne pouvait plus larguer sur le Vietnam. 73 est, je crois, l'année où il y a plus de bombes ont été larguées. Mais c'est à cette époque que ça avait le lien le plus faible avec la guerre du Vietnam. Et c'était une guerre un peu non déclarée et injustifiée entre les États-Unis et le Cambodge. Question. Vous avez dit, M. Chandler, et je vais paraphraser vos propos, que vous avez arrêté d'écrire des ouvrages sur cette période en 1998. Depuis 1998, avez-vous étudié ou avez-vous vu de nouvelles sources, de nouveaux renseignements sur ces bombardements qui ont informé vos conclusions? Réponse. Oui, tout à fait. Je vous remercie pour la question. Il y avait un ouvrage un peu étrange, en fait, The Walrus, dans un journal canadien, qui est un ancien, par Ben Kiernan plutôt, et quand cela a été publié, cela a augmenté ce que l'on... Et je me suis demandé quand j'ai lu pourquoi cet article n'a pas été envoyé dans des revues scientifiques et pourquoi il a été publié dans ce magazine canadien, The Walrus, comme un exemple, enfin comme un article de journalisme. Et comme universitaire, je ne comprends pas il s'agit d'une revue qui est un peu anti-américaine, mais ce n'est pas la façon de sortir ou de mettre dans le domaine public des données révisées sur les bombardements dans un article de journal ou de journalisme et pas dans une revue scientifique. Et c'est ça que je voulais dire. Si c'est vrai, et il est possible que ce soit vrai, cela signifie qu'on aurait largué encore plus de tonnes de bombes en 1973 que l'on ne le croyait, ou qu'il avait été annoncé dans le passé. Le président. Merci, maître. Le moment est venu de prendre la pause matinale. Nous allons donc observer une pause de 20 minutes et nous reprendrons à 11h moins 10. Huissier d'audience, veuillez apporter votre soutien à l'expert pendant la pause. Vous assurez qu'il soit de retour au prétoire avant la reprise des débats. Veuillez vous lever.